C'est à 18h15, ce 15 janvier, que l'avion redécolle de Bron, après une escale de quelques heures seulement. L'avion et le Bourget échangent par radio. 18h24, de l'Émeraude au Bourget. Tout va bien, nous allons au Bourget. 18h33, de l'Émeraude au Bourget. Ici tout va bien, dans les nuages, pluie et orage. 18h58, tout va bien. SVP transmettez pendant 2 minutes, ici, grain orageux. 19h15, l'Émeraude appelle le Bourget pour faire son émission et pour donner son tour d'horizon actuel. 19h34, Somme dans la neige, altitude 1700 mètres, je vous rappellerai. 20h11, 20h12, 20h13. Une série d'appels du Bourget au Fox, Alpha, Mike, Yankee, restés sans réponse. 20h21, pas de réponse. 20h28, 20h36, appel du Bourget, toujours sans réponse. À 22h30, c'est un appel de Monsieur Naudin, maire de Corbigny, qui met un terme à tout espoir. Pierre Pasquier, gouverneur d'Indochine. Le capitaine Léon Brusseau, son officier d'ordonnance. Maurice Balazuc, directeur d'exploitation d'Air France. Emmanuel Chaumier, directeur de l'aviation civile, et son épouse Colette Chaumier. Maurice Noguès, héros de l'aviation française et directeur général adjoint d'Air France. Jean-Jacques Larieux, chargé de mission au ministère de l'Air. Et l'équipage, André Launay, pilote, Camille Crampel, mécanicien, et Ferdinand Querelle, radio. 10 passagers. Tous ont péri dans ce terrible accident d'aviation. Le rapport préliminaire de la commission d'enquête écarte rapidement les thèses les plus fantasques émises par les journalistes quelques heures à peine après la tragédie. La piste de l'attentat, celle de l'explosion d'une bouteille d'air comprimé, ou encore le fait d'avoir heurté un pylône électrique ayant plongé la ville de Corbigny dans le noir. Tout comme sera aussi rapidement écartée la piste de l'erreur de pilotage. La météo serait la seule responsable ? Vraiment ? Le voyage aller de l'Émeraude pour Saïgon démarre le 21 décembre 1933. Embarquent à Paris 8 des 10 prochaines victimes. Une escale à Marignane, puis direction Rome. La première partie du voyage se passe sans encombre. Mais entre Rome et Athènes, le pilote relève que les moteurs Hispano type V9 à refroidissement par air posent problème, du fait des températures négatives, mais cela n'entrave pas le vol. D'Athènes, l'avion se pose à Damas le jour de Noël, puis Bagdad et Karachi, pour une arrivée le 28 décembre à Saïgon devant une foule enthousiaste. C'est un succès. Le vol étalé sur 7 jours a duré 48 heures et 30 minutes, très en deçà des 79 heures habituelles. L'objectif a été tenu. L'Émeraude quitte Saïgon le 5 janvier à 3h30 du matin, avec maintenant à son bord Pierre Pasquier, gouverneur général d'Indochine, et son officier d'ordonnance, pour rentrer à Paris. Calcutta, Karachi, puis une grande halte à Gwadar, au Pakistan. S'ensuit Damas, où une nouvelle fois il est retenu plusieurs jours à cause des intempéries. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, la pluie cesse enfin sur Damas. Le départ de l'Émeraude a lieu alors le 14 à 8h58 du matin. À 13h55, Athènes. Ils y feront escale. Lundi 15 janvier, 6h05 du matin, l'Émeraude décolle du tarmac d'Athènes pour atteindre Marignane.
Il atterrit avec plus d'1 heure de retard en raison, là encore, de fortes intempéries. C'est à Marignane, l'aéroport de Marseille, que tout commence. Il est 15 heures, ce lundi 15 janvier 1934. L'émeraude doit s'envoler dans quelques minutes directement pour le Bourget, lorsque le service de la météo apporte son dernier bulletin. Il est épouvantable. Brume à Lyon, neige dans le centre, vent de 104 km à l'heure au Bourget avec rafale. L'émeraude a connu bien des tempêtes de cette sorte, mais c'était de jour. Et il fera nuit au Bourget. Et la nuit aggrave encore le danger. Après conciliabule, les pilotes Maurice Noguès et André Launay suggèrent d'aller jusqu'à Lyon et de voir ensuite. Ils partent. Par les hublots, on voit les passagers faire un dernier signe de la main. Mais voilà que le moteur gauche affiche une baisse de régime. Launay télégraphie: nous arrêtons à Lyon, cause moteur. Il est 16h20. Ils arrivent à Bron, ils ont des problèmes de moteur et la prévision météo est très mauvaise sur le Morvan. La réalité va être bien pire. Le dernier message, quelques minutes avant le crash, confirme qu'ils sont dans une tempête de neige. Très certainement, puisque c'est le dernier message qui va être reçu, l'antenne radio va être arrachée parce qu'ils vont descendre près du sol. Quand on ne voit pas, quand on est perdu, quand on sent que l'avion ne répond plus, il faut imaginer que sur ces bords d'attaque, il devait y avoir du givre qui déforme le profil. Là, on a un profil très lisse, très performant. À partir du moment où il y a les performances de l'avion peuvent être divisées par 2, voire par 3, c'est abominable. Les ailerons doivent être givrés. On sait que c'est l'aile droite qui va avoir des problèmes. Il y a de tels efforts que l'aile va commencer à se plier. À ce moment-là, l'avion est plus pilotable. Et en quelques secondes, l'avion va s'écraser. Il faut imaginer que là où je suis, il y a le moteur, et là où vous êtes, en gros, il y a le pilote un peu en avant, mais on est dans ces distances-là. C'est-à-dire que ce que le pilote voyait de son poste de pilotage, c'était ce bord d'attaque. Et peut-être que ça a été un des derniers éléments qu'il a pu voir, parce qu'on ne voit pas loin du tout dans ce genre de circonstances météorologiques apocalyptiques. Et en quelques secondes, la catastrophe irrémédiable s'est enclenchée. La faute donc à un terrible concours de circonstances. Est-ce cela qui va justifier l'émoi national et les obsèques en grande pompe à Paris? Le phénomène météo n'était pas imprévisible. Le moteur de l'avion avait des défaillances. Depuis 15 heures, les membres d'équipage, Noguès, Chaumier, Balazuc et même le gouverneur Pasquier sont avertis et interrogés sur l'imprudence à voler. La décision de s'arrêter à Lyon démontre bien leur état, sinon d'anxiété, du moins de réelles inquiétudes quant à la possible poursuite de leur périple ce lundi. On laisse même à Pierre Pasquier, le gouverneur d'Indochine, la possibilité de rester à Marignane et de prendre le train pour rejoindre Paris. Il refuse. Tout le monde savait que le danger était immense et qu'ils prenaient tous des risques qui les conduirait à une mort quasi certaine. Alors, pourquoi ont-ils quand même redécollé de Bron à 18h15 ? Le rapport de la commission d'enquête tombera quelques jours après le crash. Il sera dans un premier temps préliminaire. Le 21 août 1934, M. Martinet d'Air France annoncera officiellement qu'il n'y aura pas de rapport définitif. Toutefois, peu de temps après, ce sont des extraits
seulement de ce rapport définitif, signé par l'ingénieur Volpert, qui seront quand même publiés. Pourquoi ces atermoiements, ces hésitations? On aurait aimé pouvoir lire ce rapport définitif dans son intégralité,